des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai ? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte année après année qu'un très grand nombre de gens vivaient des expériences extraordinaires. Des sujets sensibles qualifiés un peu vite de phénomènes surnaturels. Ces sujets sont rarement traités avec sérieux à la télévision, c'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête. Une enquête dédiée aujourd'hui aux guérisseurs. On fait un film sur les guérisseurs à travers le monde. Et on va dans un hôpital où ils travaillent avec des guérisseurs. Dans la salle d'opération. Mon oncle fait ça. Guérisseurs, rebouteux, magnétiseurs, des termes qui nous sont familiers et qui pourtant restent la source de bien des interrogations. Tout le monde a une histoire à leur sujet, comme ce chauffeur de taxi par exemple. Mais que se cache-t-il derrière ces mots ? Ces pratiques sont-elles sérieuses ? Qu'en pensent les médecins ? Que dit la science ? Autant de pistes sur lesquelles je suis allé enquêter, en France, à travers l'Europe, mais aussi au Mali, en Amazonie péruvienne et aux États-Unis. Un voyage qui me conduira de surprise en surprise, jusqu'à cet hôpital américain. Mais c'est une longue histoire. Une histoire qui a commencé dans les montagnes de Savoie, quelques semaines plus tôt. Tout le monde a sa petite idée sur les guérisseurs. Bien souvent, ils ont une spécialité. Ceux que j'ai rencontrés en premier soignent les brûlures. Ils enlèveraient instantanément la douleur et éviteraient même les vilaines cicatrices. Ces hommes, on les appelle les coupeurs de feu ou les barreurs de feu. Ils soignent à distance, sans médicaments, avec leurs mains ou des prières. René Blanc est barreur de feu depuis 30 ans. Aujourd'hui, à la retraite, il soigne les brûlures sans rémunération, pour rendre service. Et voilà. Raconte un peu comme c'est arrivé que je t'ai rencontré et que nous sommes rencontrés. Éric, un ancien patient de René Blanc, est venu témoigner. J'ai eu un accident de travail, donc j'ai explosion électrique, j'ai brûlé. Et j'avais des brûlures importantes, hein. J'avais la figure, j'avais le bras, enfin... Et lorsque je suis arrivé à l'hôpital de Thonon, l'infirmière qui me reçoit me demande si je veux me faire couper le feu. Moi, tout de suite, les sorciers, hein, ça n'existe pas, c'est pas pour moi. J'étais en souffrance avec des cotons sur mon truc. Non, les sorciers, moi, je les veux pas. Donc, je pars comme ça dans ma chambre. Et le lendemain matin, une infirmière vient me voir et me dit « Mais vous avez dormi ?» Je dis « Ah oui, j'ai très bien dormi. » Elle me dit « Mais c'est pas normal, vous auriez dû être sous morphine, on aurait dû être à votre chevet toute la nuit. » Et dans la journée, une copine vient me voir, qui connaissait René, qui a téléphoné à René, qui lui a donc indiqué mes souffrances. Et à mon insu, il m'a barré le feu. Et donc j'ai dormi. Je n'avais pas de douleur. Et bon voilà, donc ça c'est déjà le truc exceptionnel. Donc après j'étais obligé d'être convaincu de la qualité de ce qu'il avait exercé sur moi. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, je suis allé en cure à Saint-Gervais. Quand je suis allé me présenter devant le médecin, ce médecin me dit « Vous êtes à votre 3e séance ?» Je dis « Non, je sors de l'hôpital. » Il me dit « Vous êtes fait couper le feu ?» Je dis « Oui. » Il me rajoute « C'était pas la peine de venir, on ne pourra pas faire mieux. » Donc déjà, de la part d'un médecin, c'est impressionnant. Apparemment, aussi, il m'avait quand même bien précisé, le médecin, que si je n'ai pas de cicatrice au visage, c'est parce que je me suis fait couper le feu. C'est le médecin qui vous a dit ça ? C'est le médecin de Saint-Gervais qui me l'a dit. Normalement, je dois avoir des cicatrices sur le visage. Merci.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, Éric n'était même pas au courant que René soulageait ses brûlures. Un homme qu'il ne connaissait pas réussit à enlever ses souffrances à distance. Et comment est-ce possible ? Je décide donc de me rendre aux urgences de l'hôpital d'Annemasse. Ils ont certainement entendu parler de ces barreurs de feu. Leur avis m'intéresse. Si c'est quelqu'un qui se présente avec une brûlure, on évalue l'étendue de la brûlure et on a un annuaire où on peut joindre les coupeurs de feu. Donc l'annuaire il est ici. Et donc en fait on a à notre disposition 4 ou 5 numéros. Donc on peut les appeler toute heure, jour comme nuit. Et puis ils le font par téléphone, bien souvent. Mais même si c'est une petite brûlure, il peut y avoir un délai d'attente avant qu'il soit vu par un médecin. Donc on les soulage évidemment tout de suite avec les moyens thérapeutiques habituels, les pansements, les brûle-stop, mais c'est toujours nous qui appelons les coupeurs de feu. C'est incroyable. En France, en Haute-Savoie, les spécialistes des brûlures aux urgences appellent eux-mêmes les barreurs de feu. Infirmiers comme médecins, tous semblent avoir une anecdote. Moi je suis grand brûlé, donc j'ai été brûlé dans mon adolescence. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui était coupeur de feu. Et quand j'étais au Grand Brûlé en chambre stérile et que la douleur, malgré les morphiniques, repointait le bout de son nez, je joignais le membre de ma famille. Il me disait, voilà, d'ici un petit quart d'heure, tu penses à moi et puis tu seras soulagé. Puis voilà. Donc après, le souvenir que j'en ai aujourd'hui, parce que ça date, c'est qu'il m'a bien semblé que j'ai été soulagé. Il me l'a fait longtemps, donc c'est pour ça aussi que j'ai du recul par rapport à ça. D'ailleurs, le chef du service des urgences me confirme que cette collaboration ne date pas d'hier. En métier, on doit trouver une relation de cause à effet, on doit pouvoir expliquer ce qu'on fait, et là, c'est vrai qu'on ne peut pas. En plus, on ne sait pas ce qu'on fait, donc c'est pas bien dans la mentalité du médecin. Moi-même, quand je suis arrivée ici il y a 20 ans, je vous ai dit, j'y croyais pas, donc je ne faisais pas appel à ce genre de truc. C'était institué depuis des lustres dans le service, donc les anciens avaient appris aux nouveaux à le faire, et donc ça se faisait à mon insu, mais moi, j'ai jamais fait appel. Alors que maintenant, je fais appel. Il faut le vivre pour y croire, quoi. Je veux dire, un médicament pour la douleur, il met 15 minutes pour agir, 20 minutes pour agir. Si c'est pas suffisant, il faut en donner un deuxième qui va... Le barreur de feu, en 30 secondes, c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a pas de médicaments qui font ça. C'est particulièrement spectaculaire chez les enfants, parce que sans les prévenir qu'on appelle un barreur de feu, l'enfant arrête de pleurer. Donc ça, il n'y a pas photo. On peut dire, quand on travaille le lendemain, les brûlures qui ont été barrées et les brûlures qui n'ont pas été barrées. Je sais pas, il faut le voir. Il faut le voir, c'est vraiment pas le même style d'évolution. Je suis impressionné de voir des chefs de service collaborer avec des barreurs de feu au cœur de l'hôpital. Au début, ce médecin n'y croyait pas, et les infirmiers appelaient René Blanc en cachette. Depuis, elle a constaté les résultats et s'est laissée convaincre. Vous, ça va, oui. Et c'est vos poignets qui vous font mal pour l'instant? Oui, toujours. Oui, mais ne quittez pas, je vais faire quelque chose tout de suite. Quand on l'appelle, René Blanc ne se déplace pas. Il agit à distance, par téléphone. Pour barrer le feu, stopper une hémorragie ou soulager les douleurs des brûlures, il demande le nom, l'âge de la personne, puis il récite quelques prières mystérieuses en silence. Il appelle ça son secret. Voilà. Bien. Allô? Oui, c'est terminé. Alors à mardi, madame. Voilà. Au revoir, bonne journée. Merci. Moi, je ne vais pas donner mon secret parce que j'y tiens. Et je pense que si je le divulgue, il aura peut-être moins d'effet. C'est possible. Je ne veux pas risquer de l'essayer pour le moment. Je le donnerai à mes enfants, après moi. Je leur laisserai ce qu'il faut. Je pense qu'ils sauront s'en servir, comme moi je m'en suis servi jusqu'à présent. Mais je ne vois pas l'utilité d'en tirer un profit. J'ai peur au contraire que ça limite mes pouvoirs. Alors, on reste comme ça. Et votre maman, elle vous l'a transmis à quel moment?
pas avant de décéder, pas du tout, je le savais déjà longtemps avant. Elle m'a donné son petit paquet d'enveloppes, mis dans une autre enveloppe. Elle m'a dit, tu vois, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu m'en redemanderas. Il y a des choses que vous n'avez pas compris? Oui, que je dis, écoute ça, mais non, mais ça, tu y fais comme ça, tu fais pas ça avant ça. Enfin bref, il y a quelques petits gestes que vous avez peut-être pas vus, mais que je fais. Vous aviez quel âge quand elle vous l'a donné alors? Oh, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années. Parce que ce que je dis, j'y ai sur papier. Et ça vient d'où, ça? Eh ben, d'elle. Mais avant? Elle y a recopié, elle, de ses mains. Moi, il y a des papiers qui ont été, disons, qui s'abîmaient en vieillissant. Et j'ai recopié tout ça de mes mains. Je pense que ça aussi, ça a un impact, l'écriture. Parce que ça fait comprendre davantage les mots et le sens que les mots ont dans ce qu'on écrit. Vous avez l'impression de donner de l'énergie à travers ce que vous faites aux gens? Ah oui. Oui. Vous le ressentez comment? Je le ressens surtout quand je vous l'ai dit ce matin, quand j'ai des bébés ou des enfants, et quand on m'appelle des urgences. On vous appelle des urgences pour des enfants? C'est dans quel cas en général? Toujours dans les brûlures. C'est principalement dans ces cas-là. Ouais. Parce que ce qui est curieux avec vous, c'est que vous ne voyez pas vos patients. Oui. Je les vois pas. Je les connais pas, même pas avec leurs photos, puisque je les réclame pas, les photos. Mais René Blanc est loin d'être une exception. D'autres services d'urgence font également appel à des barreurs de feu qui agissent aussi à distance. La médecine ne comprend pas quels effets ont ces phrases secrètes sur les patients. Mais les résultats sont là, stupéfiants. Arrêt des douleurs, cicatrisation accélérée. Alors, même si cela reste inexplicable, l'efficacité apparente des guérisseurs excite la curiosité de nombreux médecins. C'est le cas du célèbre neuropsychiatre David Servan-Schreiber. Alors vous me disiez que vous aviez des collègues qui recommandaient à leurs patients d'aller consulter des barreurs de feu notamment? Écoutez, moi, j'ai connu des patients à qui le radiothérapeute avait dit, compte tenu de l'intensité de la radiothérapie que je vais vous faire, qui risque d'avoir des effets secondaires sévères, en particulier des brûlures de l'épiderme, je vous demande d'aller consulter un barreur de feu avec qui j'ai eu des résultats très positifs pour certains de mes patients, dans la mesure où ça limite considérablement les effets secondaires de mon traitement. Ça pose des vraies questions parce que barrer le feu, ça n'a aucun fondement scientifique ou rationnel. Personne ne comprend comment est-ce que ces formules un peu magiques, souvent dites en latin, pourraient empêcher l'épiderme de répondre sous forme de brûlure à une agression comme la radiothérapie. Personne ne le comprend. Mais finalement, moi ce que je trouve fascinant, c'est que le contrat qu'on a avec un médecin, si vous venez me voir, moi, un médecin, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous attendez de moi que je vous recommande quelque chose dont j'ai toutes les raisons de penser que ça va vous faire du bien et toutes les raisons de penser que ça ne peut pas vous faire de mal au passage. En tout cas, ça fera plus de bien que de mal. Vous n'avez, dans ce contrat, il est stipulé nulle part que je dois savoir comment ça marche, ce que je vais vous recommander. Mais je dois être sûr que ça vous fera plus de bien que de mal. Ça, c'est ça que vous attendez de moi. Ce radiothérapeute, finalement, il avait tout compris. Si barrer le feu, dans l'ensemble, ça marche pour ses patients, il n'y en a aucun effet secondaire, donc aucun inconvénient, c'est la meilleure médecine possible. Et c'est la médecine la plus rationnelle. Je ne sais pas si elle est scientifique, mais elle est certainement la plus rationnelle, la plus intelligente, la plus logique, et c'est celle que tout le monde attend de son médecin. Un médecin neuropsychiatre est en train de me dire que le travail de certains guérisseurs est comparable à la médecine la plus rationnelle qui soit. Mais sait-on comment ça fonctionne? On sait que l'esprit peut avoir un effet considérable sur des mécanismes physiologiques. La peau elle-même, ce qui est intéressant, c'est que la peau et le système nerveux central sont issus du même tissu embryonnaire. Dans l'embryon, il n'y a que 3 types de tissus. Il y en a un qui va donner et le cerveau avec tous les nerfs et toute la peau. Donc la peau, c'est presque un organe du système nerveux. Donc on peut imaginer que les barreurs de feu, par des mécanismes psychologiques, savent agir sur les réactions de la peau à une agression extérieure.
Mais quand je vous ai dit ça, je ne vous ai pas expliqué le début du commencement de pourquoi ça marche. La science est incapable d'expliquer ce que font réellement les guérisseurs. T'as pas de migraine, non? Si, ça donnait des migraines pour moi. Ah oui. Et pourtant, le guérisseur est une personnalité bien connue de nos campagnes, sans doute l'un des plus vieux métiers. Voilà. Le plus souvent, ils sont rebouteux, c'est-à-dire qu'ils remettent les os en place. Là encore, chacun a ses spécialités. Certains replacent les nerfs froissés, d'autres dénouent les muscles, soignent les foulures ou manipulent les os. Des techniques rudimentaires qui ont l'air efficaces. Philippe Coutisson habite la Creuse. Chez lui, les gens de tous les horizons se succèdent presque sans interruption. Et là encore, peu importe comment ça marche, puisque ça marche. Ça y est, là je t'ai dégagé les épaules. Ça va te défatiguer. Ça y est mon grand, regarde voir, dis-moi. Ça va, oui. Dis-moi si. Ah oui, non, c'est bon. Ça soulage quand ça... Ah bah on le sent tout de suite là. Les noms de ces guérisseurs se transmettent de bouche à oreille. Pas mes caresses. Une immense majorité des gens font appel à eux sans cesser de consulter leur médecin, comme si l'on reconnaissait à chacun sa zone de compétence. Les antibiotiques du docteur pour l'angine, les mains du guérisseur pour le lumbago ou le zona. Mais alors, s'agit-il d'un don? Dis donc, même pour respirer, hein, t'as du mal parce que celui-là... Celui-là, ça... Ah voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord, parce que celui-là, on peut... Hop, ça y est, il vient de lâcher. Il vient de lâcher. Je vérifie ça. Là, t'as mal. Là. Ah bon? Là, je le sens pas, mais j'ai tellement mal ailleurs oui, que... Oui, ça y est. Ah. Non, tu l'auras plus, c'est bon, là, je remets. Ouais, là, tu vois, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir respirer. J'ai tout fait, hein, je croyais j'allais... Ah oui, c'est à cause de cette vacherie-là que t'avais là. Ouais, tu vois, tu commences à... Ah oui, je reprends mon souffle, la respiration. Oui, la puce. C'était tout, ma puce? Ben, ma foi, oui. C'est déjà pas mal. Allô, mon grand? On regarde un peu le bas du casque, là, puis... Oui. Loin des clichés et des raccourcis qui accompagnent souvent le terme de guérisseur, je découvre des personnages intègres autant que surprenants. Les résultats qu'ils obtiennent, constatés sur des milliers et des milliers de patients, posent des questions fondamentales à la science. À quel niveau se situe leur action? Est-ce que ça te fait mal quand j'ai la main là, sur ton oreille? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quelque chose? Non. Ok. Respire bien. Jean-Luc Bartoli, un magnétiseur qui vit en Bretagne, a ses propres explications. Sur les enfants et même sur les personnes d'un certain âge, jeunes ou moins jeunes, on peut utiliser l'énergétique dans le cas de renforcer les défenses immunitaires. On ne vient pas forcément voir un magnétiseur quand il y a un problème de santé, on peut venir aussi. Moi, ce que je rêve, c'est d'avoir que des gens bien portants. Aujourd'hui, la prévention, on n'utilise pas. Les gens attendent d'être malades pour faire quelque chose. Et dans le système actuel, les gens ils ne peuvent être que soignés puisqu'on traite leurs symptômes, on ne traite pas la cause. Et ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que l'énergie soit disponible tout le temps et que la personne soit au top pour pouvoir faire face aux agressions éventuelles de tout, soit au niveau des microbes, au niveau des problèmes à tout niveau. Voilà, cocotte. Bon. Avec ça, tu auras peut-être des bonnes notes. Enfin, je suis pas sûr. Hein. C'est l'énergie, on fait pas tout. Suite à une infiltration l'an dernier, j'ai chopé donc le staphylocoque doré qui a conduit à une méningite et complications de la méningite. J'étais en fauteuil roulant et les parents ont décidé de prendre rendez-vous avec Jean-Luc. Et donc c'est arrivé le 18 juin. Et effectivement, j'y croyais pas trop en fait, j'avais quelques réserves. Et le miracle s'est accompli parce qu'effectivement, il m'a fait remarcher en une séance. C'était l'un des derniers espoirs. Parce que il m'avait préparé quand même à ce que je ne puisse pas remarcher ou avec beaucoup de séquelles, quoi. Et ils m'ont acheté un fauteuil roulant.
que j'ai eu du mal d'ailleurs à accepter au départ. Et puis finalement, je me dis que les choses sont bien faites puisque j'ai rencontré Jean-Luc après. Il ne m'a pas expliqué grand-chose, il m'a simplement dit « tu marcheras plus vite que tu ne penses ». Alors en début d'entretien, moi je me suis dit « ouais, l'hiverne quoi ». Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Et après, il me dit, tu vas aller en salle d'attente. Moi, je fais signe à ma mère qu'elle me ramène le fauteuil roulant, quoi. Et puis il me dit, non, non. Donc c'est là où moi, je suis restée stupéfaite, quoi. Et il me dit, bon, allez, puisque c'est toi, je te donne mon petit doigt. Alors, j'avais plus rien à perdre. Alors, je me suis mise debout. J'ai fait un pas. J'ai vu que je tenais l'équilibre. J'en ai fait un autre, etc. Et je suis revenue dans la salle d'attente en marchant. Et pour vous dire, sur le coup, c'était trop pour être vrai. Donc, il s'est passé quelque chose avec Jean-Luc. Je ne peux pas dire quoi, ni comment, mais en tout cas, l'aboutissant, c'est que j'ai gagné des mois de rééducation grâce à lui. Oui. Ça, c'est quoi ? Dessus médical, il y a une phrase qui est assez parlante. Comme tu peux le voir, l'évolution a été favorable, quasiment miraculeuse. Et ça, qui est-ce qui écrit ça ? C'est le médecin rééducateur de Treffel. Ouais. Alors effectivement, Noël, quand elle est venue ici, elle avait une paraplégie, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas utiliser ses membres inférieurs. Et pendant quelques mois, elle a été dans le service. Elle n'arrivait pas à marcher. Et un soir, elle m'a demandé l'autorisation d'aller faire un tour. Je lui ai autorisé. Et le lendemain, quand elle est revenue, elle marchait. Je me dis, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'explique pas forcément. Mais de toute façon, moi, je me bats toujours pour le patient. Jamais j'aurais été lui proposer d'aller voir un magnétiseur ou un gourou ou un guérisseur. Mais elle y est allée d'elle-même. Et dans la mesure où ça s'est bien passé, je trouve que c'est super pour elle. Le médecin rééducateur est stupéfait. Noël remarche et pour lui, il n'y a pas d'explication. Comment t'es sur tes jambes ? Là, en ce moment, je suis un peu fatiguée, donc j'ai du mal un petit peu avec ma jambe gauche. La vie, moi, quand je vois les gens, pour moi, c'est tellement flagrant. C'est la lumière. Les gens, ils ont une lumière autour d'eux. Cette lumière, si la personne rayonne, s'il y a tout ce qu'il faut, on a un corps énergétique comme ça et que c'est lumineux, il n'y a pas de problème. La vie peut se manifester. Mais si à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, la vie ne se manifeste pas. Et elle, quand je l'ai vue entrer, le premier truc, c'est que je me suis dit, oh là, alors je voyais tout son corps énergétique qui était complètement en biais. Il y avait le corps physique qui était là et le bas des jambes qui était en dehors de son corps énergétique. Pour moi, c'était une évidence que si j'allais arriver à remettre ce corps énergétique dans ses jambes, et pour moi, c'est vrai que derrière, après, par rapport à ce qui s'est passé, les gens qui étaient dans la salle d'attente, ils se sont dit c'est un miracle. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Moi, je fais pas de miracle. On n'est pas à Lourdes, hein. On est à Saint-Brieuc. Je fais pas de miracle. Je l'ai allongé. On a vérifié. J'ai dit, tu vois, à tel endroit, je sens qu'il y a une perturbation. Et en fin de compte, c'est ce que la médecine lui avait confirmé en disant, à tel endroit, l'énergie passe pas. Et j'ai fait des passes magnétiques pour essayer en fin de compte, de resituer l'énergie là où elle devait être. Je suis assez ouvert pour avoir envie de rencontrer cet homme-là. Je pense que de toute façon, c'est quelqu'un qui doit avoir un don. Je ne comprends pas ces choses-là, mais il doit avoir un don et je pense qu'il faut être suffisamment ouvert dans la vie pour accepter qu'on ne connaît pas tout et qu'on a encore plein de choses à découvrir. Première découverte, les médecins acceptent de parler des guérisseurs avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Deuxième découverte, une énergie, seulement visible par les guérisseurs, permettrait de déclencher un phénomène d'auto-guérison. Ça marche parce que j'y crois. C'est ce que l'on appelle un effet placebo. Ce que disent souvent les magnétiseurs, les barreurs de feu, c'est qu'ils n'expliquent, eux, ne rien faire particulièrement. Ils servent juste de canal et certains même disent qu'ils activent des mécanismes d'auto-guérison chez les gens qu'ils ont en face d'eux. Comment ça résonne dans le médecin qui est en vous ? L'effet placebo, ce n'est rien d'autre que activer des mécanismes d'auto-guérison qui forcément sont là, puisqu'on fait une intervention qui, pour nous médecins, n'est pas censée avoir d'effet. Or, il y a un effet de guérison qui se manifeste.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un effet placebo qu'on contrôle, c'est-à-dire que si à chaque fois que j'utilise mon placebo, mes patients guérissent, c'est plus un placebo, c'est un traitement. Souvent, il y a une confusion. Les médecins parlent d'effet placebo comme quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qui n'est pas efficace, quelque chose qui est dans la tête du patient. Mais si vous pouvez voir une guérison s'opérer au niveau de la peau et que vous pouvez le faire de façon systématique avec la même intervention, même si elle n'a pas de fondement scientifique, vous avez là un véritable traitement. Et sur les maladies sur lesquelles vous vous êtes penché, notamment sur le cancer, est-ce qu'en dehors de la radiothérapie qui peut effectivement faire appel à des barres de feu, il y a d'autres champs de cette maladie qui peuvent éventuellement intégrer des pratiques alternatives, voire du travail de guérisseur? Écoutez, il y a plein d'anecdotes. Quand on a travaillé suffisamment longtemps avec des gens qui ont souffert de cancer, et moi qui ai fait des conférences un peu dans le monde entier sur le sujet, on rencontre un tas de personnes qui vous racontent qu'un guérisseur a joué un rôle important dans leur maladie. Ça ne prouve rien scientifiquement, puisqu'on ne peut jamais savoir. Ils ont aussi fait de la radiothérapie, ils ont aussi fait de la chimiothérapie, ils ont aussi fait de la chirurgie. Qu'est-ce qui a véritablement permis la guérison? On n'a jamais la réponse définitive. Mais il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que certains guérisseurs les ont prodigieusement aidés dans leur approche de la maladie. Pour moi, tant qu'un guérisseur ne vous prend pas trop d'argent, qui ne vous fait rien faire de dangereux, qui ne vous empêche pas de suivre les traitements conventionnels, dont on sait qu'ils ont une efficacité importante, il n'y a pas de charlatanisme, il n'y a pas de danger. Mais il faut avancer dans ce terrain avec beaucoup de précautions, évidemment. Vas-y, fais ça avec ton bras bien tendu. Les guérisseurs aident à guérir. Ils suppriment les migraines, les douleurs, les démangeaisons. Mais je découvre également que l'on fait appel à eux dans un domaine totalement inattendu, le sport de haut niveau. Hop là. Tu sens quelque chose? Bah là non, mais ça fait depuis le mois de... Micro-déchirure pour moi. Depuis le mois de... Musculaire. Je dis pas de bêtises. Mars, avril, on arrive. Après tu vas... Pierre Jonas est guérisseur à Paris. Après ses consultations, il rejoint le staff technique de l'équipe semi-pro de handball de Savigny. Je découvre en assistant à cet entraînement qu'il fait partie intégrante de l'équipe de préparation physique, un guérisseur chez les sportifs de haut niveau. Pas une grosse intensité, juste sur la montée, après on récupère tranquille. C'est juste pour mettre un tout petit peu de jus. Et après on a fini. Vas-y, pile coude. Tends-le. Tends-le. Relève l'épaule. Descends. Est-ce que les joueurs professionnels tirent un avantage de la présence de Pierre? Comment est-il accepté au sein de l'équipe de soins? Quel est son rôle précis? C'est né comment cette idée de faire intervenir sur une équipe? C'est-à-dire que je travaille avec le coach là, qui est actuellement en place, là, qui s'appelle Tony Clément. Et on a créé ce système-là depuis des années sur le monde du sport. Donc on a fait des essais, on a fait des tests sur des joueurs pros pour voir si ça fonctionnait bien, s'il y avait une réaction. Et on s'est vu qu'au fil du temps, qu'il y avait une réaction hyper positive et que les joueurs ont redemandé et revenaient. C'est-à-dire que le gars se blesse tout de suite, on retravaille et il repart tout de suite. Tu vas lever ton bras tout en haut. Et tu vas le descendre comme ça. Tu veux que je le remonte à chaque fois? Non, maintenant tu remets ton épaule en arrière. En faisant rouler ton épaule de l'avant vers l'arrière. Vas-y. Recommence, voir. En même temps, je magnétise. Voilà. Hop là, deuxième fois. Vas-y. Je suis entendu. Ça doit être bon. Si tu veux faire l'expérience, je peux te faire... tu veux faire... C'est quelque chose, alors tu ne forces pas, tu poses juste ta main. Je vais mettre la main avec la mienne. Et tu parles, tu vas sentir une vibration. Dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je me sens bien. Je t'avoue que... Il y a une vibration qui passe. Vas-y, vas-y. Dis-moi n'importe quoi. Le handball, ça me plaît. Ah, c'est là. Tu forces pas, hein, voilà.
Vas-y, parle. Le handball, ça me plaît. Ah oui, d'accord. Eh ben c'est ça. Il est là le problème. Ah, on dirait impressionnant. une petite c'est les chocs. Vibration musculaire. Ouais. Ah mais c'est ça, c'est une vibration. Donc c'est là qu'il a le problème. Alors une fois que tu as senti ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande au corps de se replacer. Je n'en reviens pas. J'ai senti une vibration très nette. Tourne la tête. J'ai envie d'en savoir plus. Je le tourne mieux. Ah, j'ai moins mal au niveau de la cervicale, c'est sûr. Ah ouais, c'est bon. Je vous laisse y aller. Ok, merci. Mais là, par exemple, ce que j'ai senti, moi, j'ai pas de capacité du tout. C'est juste que je sens quelque chose vibrer. Tous les êtres ont cette capacité. Moi, j'ai mis ma main sur toi, donc j'ai fait relais, comme un courant. Mais j'ai l'impression de sentir comme un petit muscle qui tressaille, un truc comme ça. C'est ça, mais c'est ça. C'est pas, c'est du muscle. C'est du muscle, non, ça, non? Non, c'est la vibration qui ressent, qui devient plus forte parce que tu l'as mis au-dessus. T'as rien senti? Non. Ouais. Tu l'as mis sur l'endroit, t'as senti, mais le. Ah, mais vraiment, comme un petit tressaillement. C'est ça. C'est là qu'il y a une fuite. Et ça, c'est parce que tu m'as aidé ou... Oui, mais on est tous capables de le faire. Je t'ai montré comment faire, mais demain tu peux le faire. C'est impressionnant. Ça. C'est pas surnaturel, c'est naturel. Oui, bah ça c'est. C'est parce que c'est pas encore tout à fait compris. Et quand ça sera bien compris, on verra que c'est normal. Ouais. Donc ça, c'est. Ça, tu dis que c'est une fuite de quelque chose. C'est un choc vibratoire. Le corps a eu un choc. Ce choc vibratoire, c'est une alarme. Si cette alerte me crée un fil, ce fil conducteur m'envoie à un nœud. Donc il y a une résonance plus forte. Et cette résonance plus forte est la cause. Même s'il a mal de l'autre côté, si je sens la cause ici, c'est là. Et quand tu fais cette respiration particulière, ouais, c'est pour envoyer l'énergie et du magnétisme et enlever le problème. Voilà. Il m'ouvre la porte, je prends le problème. Énergie, vibration. Pierre Jonas utilise les mêmes mots que Jean-Luc Bartoli. Tous deux disent intervenir sur un corps énergétique qui serait comme superposé à notre corps physique. C'est juste que vu que c'est une pathologie chronique, c'est vraiment que ça me gêne dans la vie de tous les jours, quoi. C'est plus ça qui me... Ce qui me surprend le plus, c'est que le kinésithérapeute de l'équipe fait aussi appel au service de Pierre. Vous, en tant que blessé et en plus kiné, c'est quoi le plus que vous voyez apporté par Pierre sur ce que vous avez? En fait, c'est vrai qu'en tant que kiné, moi à la base, j'étais un peu sceptique malheureusement. Même en étant sceptique, quand il vous prouve qu'il arrive à trouver la pathologie, vous pouvez pas dire que c'est faux, quoi. Puis quand on se sent mieux... Oui, non, mais c'est vrai qu'à la base, avec les études et tout, on est sceptique, surtout que dans les formations, et en parlant avec les autres thérapeutes, ça passe mal de dire qu'on a été voir un magnétiseur. Maintenant, quand ça marche, voilà, quoi. Au sein de l'équipe, vous voyez comment ce travail sur les joueurs, sur les autres joueurs? Ils sont surtout bluffés, en fait. Ce qui les impressionne surtout, c'est le diagnostic qui est posé par Pierre. Et la vitesse. Ouais, c'est vraiment parce qu'en tant que sportif de niveau assez haut, on n'est pas des sportifs de haut niveau, mais bon, on s'entraîne quand même beaucoup dans l'année. Donc ils sont blessés souvent et puis ils ont commencé tôt. Et ce qui les impressionne, c'est de savoir qu'il est capable de dire qu'il a eu ça à l'épaule, au dos, au genou, au pied. Donc c'est vraiment ça qui est impressionnant. Là, ici, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un staff complet, ostéo, kiné, préparateur physique. Là, on a un magnétiseur. Les 4 pôles travaillent ensemble. Donc, on a vraiment les moyens de bien travailler et d'avoir du résultat. Il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de produit, c'est rien, il y a juste une énergie. Donc, de toute façon, ça marche. Même si ça ne marche pas, il n'y a pas de contrainte. C'est un vrai plus alors d'avoir... Ah ouais, c'est vraiment un vrai plus. On va dire même, c'est une carte magique, quoi, on va dire. On a une carte magique dans la poche, c'est super intéressant. Un entraîneur qui parle de carte magique pour désigner un guérisseur. Mais comment fait Pierre en quelques minutes, sur un regard, pour tout connaître de l'état de santé du joueur qu'il a devant les yeux? A-t-il un don? Et si c'est le cas, peut-on l'acquérir comme on apprend la médecine à l'université? Je décide d'interroger le docteur Thierry Janssen, chirurgien et psychothérapeute. Ce chirurgien est spécial. Il s'est intéressé au travail des guérisseurs au point de faire l'apprentissage de leur technique. Un homme à la double casquette qui combine médecine conventionnelle et pratique non expliquée des guérisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Il y a sans doute plusieurs formes de guérison. Et il y a autant de types de guérison que de dimensions qui constituent l'être humain.
Je veux dire par là que nous sommes un être physique, matériel, mécanique en quelque sorte, et la médecine occidentale essaye de bien comprendre cette mécanique, essaye d'interférer au niveau des processus pathologiques qui surviennent au niveau de cette mécanique, et on peut obtenir des guérisons mécaniques. On peut réparer un corps abîmé ou mal formé, on peut y inclure des molécules chimiques qui vont interférer dans ces processus pathologiques et favoriser la guérison. Mais tout ça, ça se passe à un niveau matériel, mécanique. Donc je crois que les guérisseurs ne sont pas que des docteurs prescripteurs de remèdes ou utilisateurs de technologies, mais ils sont aussi capables de travailler au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils les voient dans leur globalité. Donc, ne jetons pas tout ça à la poubelle sous prétexte que nous avons hypertrophié la guérison mécaniste. N'oublions pas que l'être humain a aussi besoin d'une guérison émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Le secret des guérisseurs serait donc là. Ils considèrent le corps, l'esprit et les émotions comme un ensemble indissociable. Et c'est en agissant sur l'une de ces composantes qu'ils arriveraient à soigner. Nous ne serions donc pas seulement une belle mécanique faite de chair et d'os. Il est vrai que l'acupuncture, par exemple, utilise elle aussi des canaux d'énergie que l'on est incapable de détecter physiquement. Et pourtant ça marche. On fait même des anesthésies générales grâce à l'acupuncture. Mais de quelle énergie peut-on parler lorsque le guérisseur soigne à plus de 800 km de distance? C'est plutôt le côlon descendant. Je sais pas. Le côlon descendant qui est encore inflammé. Jusqu'à présent, les personnes qui sont intervenues étaient des gens physiquement là, je dirais corps et âme, donc ce qui n'est pas complètement déroutant encore pour un esprit très rationnel et cartésien. J'effectue une approche complémentaire aux gens qui viennent au cabinet pour essayer, comme je dis, de les aider ou de les soulager malgré la distance. Donc les gens m'envoient un courrier explicatif avec leur motivation et les problèmes qu'ils ont. Je demande effectivement d'accompagner ce courrier d'une photo, mais qui soit assez récente, qui date, si possible, de moins de 2 ans. Je fais une lecture à nouveau du contenu qui concerne la problématique de la personne. En plus, je vais à cette table et je pose la photo de la personne. Ensuite, je me mets en état de réceptivité et de recueillement. Au bout de quelques instants, je sens délicatement venir se positionner des mains invisibles sur les miennes et enfiler une paire de gants. Ensuite, c'est là que je suis en quelque sorte comme en pilotage automatique. Jean-Marie Le Gall s'efface complètement et laisse faire ses mains d'une façon automatique qui vont aller sur ce corps subtil et invisible en quelque sorte qui s'est matérialisé pendant une période de 5-10 minutes à peu près. J'ai vraiment l'impression de faire un palpé subtil. C'est pour ça que c'est très émouvant. Parce que, pour ma part, je sens vraiment comme si un corps subtil, invisible, pendant un laps de temps, s'était matérialisé sous mes doigts. Et j'ai l'impression de suivre le contour de ce corps. Et de travailler effectivement même à l'équivalence de la tête comme si elle était présente. Et à la fin, on me dit stop, le travail est terminé, et je sens d'une façon mécanique ces mains subtiles se retirer des miennes et la séance se termine. J'ai voulu rencontrer Anna, la jeune femme sur la photo. Elle habite dans la banlieue parisienne, à 800 km de chez Jean-Marie Le Gall. Atteinte d'un problème d'insensibilité de la jambe, elle a fait appel à ce guérisseur. Quelques jours ont passé, Jean-Marie Le Gall ne prévient jamais quand il intervient. J'étais sur mon canapé un soir et j'ai ressenti une très forte énergie m'envahir, très très forte. C'était comme une sorte de courant qui passait, comme une sorte de fluide, mais quelque chose de positif. Et c'était la première fois depuis des mois que je n'avais pas ressenti ça dans ma jambe.
Il y a quelque chose, si vous voulez, qui coulait d'un coup, qui circulait, comme si mon sang circulait à nouveau, parce qu'il y avait comme plus de circulation. Il y en avait une, oui, que je ne ressentais plus. Je n'avais plus aucune sensation, même. On me touchait, je ne sentais rien. D'un coup, il y a quelque chose qui s'est produit. C'était assez déroutant, d'ailleurs. Comment expliquer que quelqu'un travaille sur votre photo à 800 km, vous captez clairement une énergie, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur. J'étais même pas capable de plier la jambe. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je ne pouvais rien faire. Bon, c'est troublant. Progressivement, elle a retrouvé un peu de sensibilité et même de la force musculaire. Moi aussi, je suis troublé. Imaginez qu'on guérit quelqu'un. Personnellement, je ne le pense pas. On peut aider quelqu'un à se guérir. Mais je pense que la guérison, elle vient toujours de l'être qui est malade. Le guérisseur traditionnel, par son dispositif, c'est-à-dire par les explications qu'il va apporter, même s'il fait référence à des ancêtres, même s'il fait référence à des possessions, ou des esprits malins, ou que sais-je, même s'il invoque des esprits pour aider à la guérison, même s'il a des remèdes ou des passes magiques à appliquer, peu importe, il va permettre au patient de s'apaiser, de retrouver des repères, de remettre du sens sur tout ça et de continuer de choisir une direction pour la suite. Et cette action-là est déjà bénéfique en soi. Sans parler d'interaction électromagnétique, sans parler d'influence sur un niveau de la réalité qui nous échappe. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Un niveau de la réalité qui nous échappe. À quoi fait référence Thierry Janssen? Je réalise alors que chez Jean-Luc Bartoli, quelques semaines auparavant, il s'était produit quelque chose d'étrange. Je n'en avais peut-être pas mesuré toute l'importance. Ta partie physique, elle fonctionne grâce à l'énergie qui va circuler à l'intérieur de ton corps et grâce à l'énergie qui est emmagasinée dans une enveloppe qu'on appelle l'enveloppe bioplasmique. Et cette enveloppe-là, à l'intérieur, il y a tout un paquet d'informations qui permettent à ton corps de fonctionner correctement. D'accord ? Alors, tends tes deux bras comme ça. Ok. La plupart du temps, les gens, ils ont un corps énergétique qui vient à peu près ici. D'accord ? Nous, on s'est vu il y a un mois à peu près. Oui. D'accord ? Alors regarde, dès que je vais arriver un petit peu avant, à ce niveau-là, tu vas voir ce qui va se passer. Là, tu vas te sentir partir en arrière. Assistant à cette démonstration, je me dis que la jeune fille doit être influencée, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, cette partie-là, tu la visualises pas. Non. Et pourtant, regarde, là, Elle a les yeux ouverts. Elle regarde les mains de Jean-Luc. D'accord ? Si ma main, elle est dedans, là, et que je pousse simplement avec cette main-là, tu vas tourner. Moi, j'essaie les yeux fermés, d'accord ? Pas de problème. Bon, mets-toi là. Voilà. Je me demande si ça marchera sur moi. Ça picote dans les bras ? Oui. Et vous me poussiez ? À ma grande surprise, je ressens très nettement quelque chose. La sensation qu'une force me pousse en arrière. Ou alors je sens comme une paroi se coller contre mon dos et me faire partir vers l'avant. C'est très déconcertant. C'en est trop, je veux en avoir le cœur net. Avons-nous tous une enveloppe, une sorte de bulle autour du corps, une bulle d'énergie ? Pour la science, ce que pousse Jean-Luc est invisible, impalpable, impossible. Et pourtant il me pousse, je le sens, je tombe. La recherche médicale s'intéresse depuis peu au rayonnement électromagnétique du corps. Les guérisseurs agissent-ils sur ce rayonnement ? James Oschman, chercheur en biophysique et en biologie, spécialiste de la médecine énergétique, va pouvoir me renseigner. Vais-je enfin comprendre ce qui se passe avec les guérisseurs ? Lorsque la majorité des guérisseurs dans le monde parlent d'énergie, ils parlent de quelque chose qui est en relation avec le champ biomagnétique des cellules, des organes et du corps.
Cela recoupe davantage de choses. Il y a beaucoup de confusion au sujet de l'énergie, mais en réalité, c'est très simple. L'énergie est ce qui nous permet de sentir le monde. À chaque seconde, à chaque minute, nous faisons l'expérience de l'énergie. La lumière est une forme d'énergie. Je vous vois, je vous entends, le son est une forme d'énergie. Je touche le sol, je ressens le poids de la gravité, c'est une forme d'énergie qui tire mon corps vers le sol. Je sens des odeurs, ce sont des molécules en vibration. Je palpe des objets, je perçois le monde. Toutes ces sensations sont des phénomènes énergétiques. Il ne s'agit pas d'un mystère, mais tout simplement de l'impact que ces sensations ont sur notre corps. Ce qui nous permet de savoir où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons et ce qui se passe autour de nous. Il existe une autre définition de l'énergie qui nous est donnée par la physique. L'énergie est la capacité de produire une action. D'accord, disons qu'il y a ce champ biomagnétique autour du corps. Mais comment quelqu'un peut-il influencer ce champ biomagnétique? Qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant ce que font les magnétiseurs. Dans le cas où des tissus sont abîmés, leurs champs magnétiques en sont affectés d'une manière bien particulière. Les magnétiseurs posent leurs mains à cet endroit et leur propre tissu absorbe ce flux magnétique perturbé. Ensuite, ils secouent leurs mains comme ça, ou alors ils les retirent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Cela paraît très bizarre, très étrange. Ce qui se passe, c'est qu'ils magnétisent leurs tissus et ensuite ils les démagnétisent en secouant. Ainsi, ils absorbent le flux magnétique perturbé et ils le nettoient, ils s'en débarrassent. Après avoir fait cela plusieurs fois, ce flux perturbé a disparu. Une personne sensible peut sentir ce genre de choses, ce dérèglement dans les tissus. Cela arrive souvent que le thérapeute pose ses mains directement à l'endroit où le patient souffre. Le patient se demande comment le thérapeute a pu savoir. La raison est que le thérapeute sent les irrégularités dans le champ magnétique. Il peut savoir où se trouvent les tissus perturbés. Il peut envoyer des signaux et ainsi guérir les tissus. Tout ceci obéit aux lois de la physique. Ces interactions se produisent réellement, ou alors il nous faudrait revoir 150 ans de physique. Et comment expliquez-vous que la majorité des guérisseurs disent ne pas savoir ce qu'ils font? Ils font des gestes, mais ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Dans ce genre de travail, ce qui importe est de ne pas penser. Il faut savoir déconnecter son esprit rationnel. Passer ses mains sur le corps d'une personne pour trouver ce qui est perturbé n'est pas un processus intellectuel, ni un raisonnement neurologique. Il faut se laisser aller à une autre forme de sensation et se laisser guider. Et lorsque vous vous laissez guider, vous obtenez souvent la bonne réponse. Pour guérir, ne pas penser, ne pas réfléchir. C'est difficile à concevoir et tellement opposé à notre conception de la médecine, qui, elle, se base sur des années d'études. Comment peut-on savoir guérir sans apprendre? En réalité, il semblerait que les guérisseurs apprennent, mais d'une autre manière, de façon intuitive, en se laissant guider. Mais guidés par qui? Par quoi? Direction Iquitos, en Amazonie péruvienne. Mon objectif, rencontrer un guérisseur local. Ici, on les appelle les chamans. Les chamans parlent aussi d'une énergie, mais cette énergie leur serait donnée par les plantes. Au Pérou aussi, les chamans ne pensent pas lorsqu'ils guérissent. Ils seraient guidés par des plantes qui leur enseigneraient comment soigner leurs patients. Des plantes qui soignent, pourquoi pas? La phytothérapie est reconnue à travers le monde. Mais des plantes qui enseignent les moyens de guérir, ça c'est curieux.
Si puede enseñar. En venant ici à la rencontre des plus vieilles traditions de soigneurs, j'ai l'espoir de comprendre d'où vient cette énergie qui circule entre les mains des guérisseurs. En France, René Blanc a reçu de sa mère les secrets qui lui permettent d'enlever les brûlures. Jean-Marie Le Gall guérit parce que des mains invisibles se juxtaposeraient aux siennes. Et ici, en Amazonie, c'est encore autre chose. Muchas gracias, señorita. Adiós. Je me rends chez Guillermo Arevalo, un Indien de l'ethnie Shipibo-Conibo, pour savoir d'où viennent ses connaissances. C'est un chaman réputé dans tout le bassin amazonien. Dans sa famille, on est chaman de père en fils depuis plusieurs générations. Comment faites-vous pour soigner? Quand je travaille, je peux donner de l'énergie à une personne qui est très faible, très fatiguée, très déprimée. Mais cette énergie n'est pas la mienne, c'est celle de la plante. Premièrement, notre façon de diagnostiquer une maladie passe par la conversation, le dialogue. Nous nous servons aussi du pouls. Par exemple, nous touchons ici la partie centrale de la paume. Ceci nous donne une indication sur l'état d'esprit de la personne, son état spirituel, son âme. Quelqu'un qui a été purifié et préparé comme un chaman est aussi préparé psychologiquement. Il utilise en partie la psychologie et la psychiatrie, comme le ferait un médecin généraliste. Et si on doute du diagnostic, on se sert des plantes pour voir à l'intérieur du patient. S'il a mal à la tête, il faut entrer dans sa tête pour trouver le mal. Où se trouve le mal? Dans les veines? Dans le sang? Il faut chercher. Cette énergie, cette connaissance viendrait des plantes. En plus, face à un malade, au moindre doute sur le diagnostic, les chamans auraient la possibilité d'observer le corps des patients de l'intérieur, grâce aux préparations faites à base de plantes. Peut-on y croire? J'apprends pourtant que des médecins viennent ici au Pérou dans l'espoir d'acquérir ces connaissances. Il y a encore beaucoup de domaines que nous ne connaissons pas. Mais nous, les Shipibo, nous avons une grande connaissance de la nature. Nous avons toujours été attirés par les mystères de la nature. Ce que l'on voit normalement et ce que l'on perçoit de manière surnaturelle. C'est ainsi que nous apprenons. Beaucoup de médecins occidentaux viennent ici. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ce qui les intéresse, c'est la relation que l'on a avec les plantes et les esprits. Ils veulent en savoir plus sur nos connaissances pour aider et soigner les gens. C'est surtout ça qu'ils veulent savoir. C'est assez délirant, mais cette médecine chamanique est efficace. Les guérisseurs d'ici utilisent une énergie pour soigner, transmise par les plantes. Grâce aux plantes, ils pourraient visualiser l'intérieur du corps des patients, et cela depuis des siècles. Alors, réel ou imaginaire, comment trancher? Certains chercheurs et scientifiques affirment qu'une autre forme de perception serait possible. Vous, comme moi, avons des yeux qui voient la lumière. Les chamans seraient capables de percevoir l'énergie des plantes et d'utiliser cette énergie pour guérir. Et ce n'est sans doute pas un hasard si depuis plus de 50 ans, les laboratoires s'intéressent très sérieusement à ces plantes.
Aujourd'hui, la vente de produits pharmaceutiques issus de plantes découvertes par les chamans représente un marché de plus de 20 milliards de dollars. Premier bilan, dans l'est de la France, des services d'urgence appellent les guérisseurs pour soulager les brûlures. Mais ce n'est pas officiel, ni revendiqué. Au Pérou, les chamans qui soignent avec les mêmes méthodes depuis plusieurs siècles intéressent les laboratoires pharmaceutiques. Mais il n'y a pas de valorisation de leur savoir, seulement une observation attentive. Ces plantes, dont on ne connaît pas encore les principes actifs, sont pourtant utilisées avec succès par les guérisseurs. En revanche, et à ma grande surprise, en Afrique, à Bamako, capitale du Mali, les deux médecines, conventionnelles et traditionnelles, travaillent ensemble. Le professeur Diop est le chef du service de chirurgie. Il a fait 10 ans d'études de médecine en France. C'est sur son initiative qu'un rapprochement s'est fait entre les guérisseurs locaux, que l'on appelle ici les tradipraticiens, et le département de chirurgie de l'hôpital. Alors qu'il termine sa visite avec ses internes, je me demande ce qui a motivé cet homme à faire appel aux guérisseurs traditionnels. Oh non, ça c'est pas... Tiens. Oh. Ah oui. Il faut appareiller. Il faut appareiller tout de suite. Comment une médecine qui voit le corps comme un assemblage mécanique de pièces détachées et des guérisseurs ayant une vision globale et énergétique de l'homme peuvent-ils travailler ensemble? Moi, je suis chirurgien. La chirurgie, c'est assez traumatisant, c'est assez agressif. Et nous pensons que les tradithérapeutes sont des gens qui sont capables d'amener les gens à comprendre ce qui peut leur arriver et donc à les rassurer. Parce qu'ils sont fortement intégrés dans la communauté. Donc c'est un lien très important entre les patients et le reste de la communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, qu'eux savent faire, ou des choses que vous savez faire, qu'eux ne savent pas faire? Oui, certainement. Je pense que les domaines d'intervention sont assez spécifiques, mais d'une manière générale. J'ai l'impression qu'ils manipulent les circuits de circulation de l'énergie pour pouvoir faire des choses incroyables. Et je le crois. Finalement, où que l'on aille, tous ne parlent que d'énergie. Nous avons été séparés de nos communautés, de nos familles, de notre société par le type de formation qu'on a reçu. Ça, c'est un premier point. Eux, ils n'ont pas ce désavantage. Bien au contraire, ils sont intégrés dès le départ dans la société. Ils travaillent avec les matériaux de tous les jours que les gens connaissent. Les herbes, les écorces d'arbres que tout le monde connaît, etc. Donc, ils sont bien intégrés et ils connaissent mieux la psychologie collective et individuelle des patients. Donc, ils peuvent mieux les approcher que nous. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est que moi, je pense qu'il faut être modeste. Ce n'est pas parce que nous avons un esprit cartésien et que nous voulons tout expliquer de façon rationnelle que nous allons rejeter ce que nous n'avons pas à expliquer. Voilà. Donc, eux, ils ont des secrets, ils ont des connaissances très profondes et qui sont fortement ancrées dans leur pratique de tous les jours. Bon, mais qui ne livrent pas volontiers aux gens. Et ça, c'est une difficulté, parce que quand les médecins modernes essaient d'acquérir leurs connaissances, leurs secrets, comme ils disent non, il y a un cheminement pour acquérir ces connaissances. Mais le côté le plus difficile, ce n'est pas de la part des médecins modernes, c'est de la part des médecins traditionnels qui pensent que nous n'avons pas n'ont pas suivi le cheminement nécessaire pour acquérir leurs connaissances. Ils ne vont pas venir à l'hôpital se vendre. Oui. Incroyable. Un chirurgien qui regrette de ne pas connaître le secret des guérisseurs. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Le docteur Koumaré, chef du service de psychiatrie, travaille lui aussi avec des guérisseurs. Ça, c'est une première, un psychiatre et des guérisseurs. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? On s'est salué? On s'est déjà salué. Ok. Vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'intervention des tradipraticiens dans votre travail? C'est vrai qu'on a été formé quand même à l'occidental, mais nous avons nos références africaines.
Donc la culture est là à nous, il fallait nécessairement l'utiliser aussi. Et on ne pouvait pas ignorer effectivement ces thérapeutes traditionnels parce qu'ils font partie du tissu social. Donc là, ceux avec lesquels nous collaborons, c'est des gens qui ont généralement fait leur preuve, qui sont dans un village, ils sont reconnus, ils sont fréquentés par des gens. Et puis on se rend compte qu'ils ont 10, 20, 30, 40 patients, tout comme ici, dans mon service. Et quand je rencontre un thérapeute traditionnel qui a 70 patients à charge, je lui dis, mon frère, comment ça va? Et on peut parler. Et là, sur un plan d'égalité. Considérer les guérisseurs, les intégrer parce qu'ils font partie du tissu social. C'est un peu comme si en France, le psychiatre traitait le guérisseur de confrère parce qu'il soigne un grand nombre de personnes tout comme lui. Il faut que je rencontre ces guérisseurs. L'un d'eux, très réputé au Mali, accueille avec plusieurs de ses fils des personnes venues pour une consultation. La plupart du temps, des fractures. Le guérisseur Niaré est ce patriarche qui nous reçoit. Ici, même l'université s'intéresse aux guérisseurs. J'ai tout à coup le sentiment de voir naître une nouvelle médecine. Votre doigt cassé. Voilà. Donc on a un chirurgien chef de service à Bamako qui vient se faire soigner son doigt cassé chez monsieur. Oui, tout à fait. Parce que je crois en ses capacités dans ce domaine-là. Comment il se voit complémentaire de votre travail à vous? Quand on reconnaît les compétences des uns et des autres, le travail est facile. Et quand les médecins modernes, ici au Mali, ont reconnu mes compétences dans mon domaine, ils m'ont même donné des documents officiels pour que je puisse exercer en toute liberté. Même le Premier ministre du Mali m'a donné l'année dernière une médaille pour me récompenser des efforts fournis pour la nation malienne. Les médecins modernes m'ont proposé de me construire un local au sein de l'hôpital pour que j'aille exercer là-bas. J'ai refusé, parce qu'il y a quand même des interdits et des non-dits dans ce genre d'affaires. C'est le monde à l'envers. Ici, c'est le guérisseur qui ne veut pas aller travailler dans les hôpitaux alors que la médecine conventionnelle l'invite à le faire. Quelle serait la question que vous auriez envie de lui poser? Mais cette question, c'est de nous dire quel est donc ce secret qu'ils ont et que nous on n'a pas, et qui pourrait nous enrichir. C'est cette question qu'on a envie de poser. Mais nous savons d'emblée que nous allons recevoir une fin de non-recevoir. Je pourrais donner mes connaissances, même à vous. Mais je dois les transmettre à des gens qui ont une grande moralité, qui sont fidèles et sages, à quelqu'un qui a toujours obéi à ses parents, à ses aînés. Même si aujourd'hui, vous, moi, on nous dit qu'on a obéi à ces critères, il vient de lui dire, puisqu'il n'a pas suivi notre cursus, nous n'avons pas été ses élèves ici, il vient de nous dire que c'est vrai. Dans la médecine classique, vous pouvez être médecin et avoir une vie tout à fait amorale. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette rigueur, cette moralité quand on est guérisseur comme lui? En fait, nous les guérisseurs, nous ne travaillons pas comme les praticiens modernes. Nous invoquons des puissances que la médecine moderne ne connaît pas. Par contre, vous utilisez d'autres portes d'entrée. Donc forcément, nous ne soignons pas de la même manière. Cette conditionnalité de départ, c'est qu'il faut absolument, chez eux, être chaste, être sage et aussi ne pas être cupide. À l'exemple du Mali qui mêle ces deux médecines avec respect, je m'interroge. Cela est-il possible chez nous? Les guérisseurs étaient là avant les docteurs. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'ils restent après, parce que pourvu qu'il y ait toujours des docteurs, mais il faut les laisser vivre à côté des docteurs. Et peut-être qu'un jour, s'il y a vraiment un dialogue qui peut se constituer entre le monde de la médecine scientifique et le monde de la médecine relationnelle, informationnelle, le monde des guérisseurs, alors les deux pourront s'enrichir l'une l'autre. Et j'ai tendance à croire que celles qui
en bénéficiera le plus, c'est la médecine scientifique, parce qu'elle est devenue si pauvre au niveau relationnel, au niveau humain. Tandis que la médecine énergétique, la médecine des guérisseurs, la médecine du relationnel et de l'informationnel, elle n'a pas besoin de technologie, elle s'en sort très bien comme ça. Seulement, ce qui est heureux aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ces guérisseurs ne restent pas isolés et ne tombent pas dans le piège de la toute-puissance où ils croient qu'ils peuvent tout faire. Ils sont de plus en plus capables de référer ou de conseiller d'aller voir des médecins conventionnels et de travailler en équipe avec eux. Parce que ça serait une illusion de penser qu'on peut, par l'acte de guérison traditionnel, solutionner tous les problèmes auxquels l'être humain est confronté. Heureusement qu'il y a des approches plus mécanistes, plus matérielles. Est-ce que ce bel exemple de collaboration dont je viens d'être témoin au Mali est unique ? C'est une grande surprise qui m'attend à Lausanne, en Suisse, à l'hôpital de la Source. Ultramoderne et novateur, cet hôpital est spécialisé dans le traitement du cancer. Mais ces traitements sont lourds et les effets secondaires très agressifs. Le docteur Guillemin, chef du service qui traite les cancers, constate les effets secondaires de la radiothérapie. Souvent, elle propose d'aiguiller les patients vers des guérisseurs pour des soins complémentaires. Et puis, je vais appeler Gander dans la semaine pour savoir. Et ça suffit à détruire tout un ensemble de tissus? Oui. Des fois, pas toujours. C'est pour ça que j'imagine que ça doit faire du dégât à côté, quoi. Bien sûr, ça fait du dégât dedans et collatéraux, ouais. Et c'est quoi les dégâts les plus importants? Ce qui est toujours très spectaculaire, c'est par exemple quand on traite la région de la tête et du cou, parce qu'ils ont la peau rouge, ils perdent la barbe, ils ont des aftes dans la bouche, ils n'arrivent pas forcément à manger correctement. Des fois, on est obligé de leur mettre des tubes pour manger. C'est pas toujours très commode, hein. Je veux dire, comme type de traitement, il y a beaucoup de soutien médical, hein. Et puis, les moyens, on va dire, autres, hein. Vraiment les moyens autres qui sont des moyens plus énergétiques, hein, ou noétiques, hein, donc, ou avec l'énergie ou avec la pensée, hein, donc toutes ces notions de secret, de barreurs de feu, de gens qui travaillent sur l'énergie globale de la personne. Donc il y a des gens qui font de l'acupuncture, de la médecine chinoise, il y a de tout, hein, on a vraiment toutes sortes de choses, et c'est les patients qui nous apprennent le plus là-dessus, parce qu'il y a des patients qui font plein de choses à côté et qui vraiment passent les traitements comme une fleur, alors que médicalement, ça n'a pas de logique. Je pense qu'on va expliquer ça un jour, hein. Pour nos grands-mères, l'électricité, c'était magique, hein, ou le fax, hein. Donc voilà, quoi, c'est encore un peu magique pour nous. On va mettre le masque. On a beaucoup de peur, qui fait que pour l'instant, le travail au niveau scientifique est difficile. Parce qu'on est dans une sphère très biotechnologique où, de toute façon, on traite le corps comme une voiture. C'est-à-dire, on change une pièce, mais ça ne marche pas comme ça. Le guérisseur n'a certainement pas un faisceau aussi précis et aussi technologiquement pur que ce qu'on fait avec nos électrons, nos photons. Mais probablement, il y a une partie qui est similaire. Par contre, ils utilisent leur rayonnement, n'est pas des électrons, des photons. On ne sait pas très bien ce que c'est, hein, le rayonnement qu'on utilise avec la pensée. Il existe donc des médecins qui, voyant que leurs patients réagissent bien mieux au traitement, se sont intéressés aux médecines parallèles, aux guérisseurs, sans pour autant comprendre comment ça marche. J'ai un petit réseau de gens qui sont ou des guérisseurs ou des énergéticiens. Donc, exactement la différence, je ne peux pas vous répondre dans le stricto sensu, qui sentent des choses, qui arrivent à remettre, qui voient ça différemment, etc. Et je pense que c'est très grandissant pour le patient. La radiothérapie, la chirurgie marche très bien, parce qu'on n'arrive pas sans ça. Alors, pour l'instant, on ne guérit pas le cancer avec des petites graines, hein. Ça, j'en ai quelques-uns qui font ce genre de chemin, ben voilà. Moi, je ne travaille pas qu'avec des barreurs de feu, parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a plein de guérisseurs, et on en a une foison, je veux dire, sont bien répertoriés. C'est des choses qui sont assez acceptables et acceptées en Suisse. Un rebouteux guérisseurs et autres, qui travaillent bien, qui connaissent leurs limites, et qui travaillent sur d'autres étages de la personne.
Alors, exactement ce que j'entends par d'autres étages, il y a votre personne physique, quelque part, mais il y a plein d'autres choses. Il y a votre pensée, il y a vos croyances, il y a ce qu'il y a eu dans l'histoire familiale ou pas, il y a l'expérience qu'on a eue qui peut faire que on a plus ou moins peur. Et ces personnes-là travaillent à ce niveau-là. Souvent, je surfe cette vague, si les gens ne m'ont pas parlé, c'est que s'il y a trop de symptômes et que je n'arrive pas médicalement de manière... Je leur dis, écoutez, on peut toujours essayer le secret si vous voulez. Puis c'est là où on peut aborder l'histoire. C'est vraiment de leur donner ça comme une possibilité, un outil supplémentaire. Essayer le secret. Oui, on peut essayer, peut-être que ça ne marche pas. C'est possible. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, voilà, c'est essayer. Avec tout ce que ça implique. C'est le mot secret qui est frappant. Oui, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. On ne parle pas de barreur de feu, etc. On parle du secret. Le docteur Guillemin me parle de secret, comme elle me parlerait d'un médicament. Pourquoi est-ce que cela paraît si simple en Suisse? Et pourquoi cette approche ne serait-elle pas applicable en France? Ça n'est pas ça la médecine? La rencontre de plusieurs compétences? Retour au début de l'aventure, côte est des États-Unis, dans un hôpital au sommet de la technologie. L'hôpital universitaire Brigham and Women, qui accueille l'école de médecine de Harvard et qui a eu, parmi ses chercheurs, plusieurs prix Nobel de médecine. Et dans cet hôpital, il y a aussi des guérisseurs. Sont-elles là pour faire disparaître une migraine? Pour calmer une brûlure? Pas du tout. Patricia Reilly, guérisseuse, assiste le docteur Cohn dans le cadre d'une opération à cœur ouvert, à la demande du chirurgien lui-même. Lors de ce travail, nous essayons de rééquilibrer les énergies du patient pour qu'il puise dans ses propres ressources les outils de sa guérison, qu'il ne perde pas d'énergie et qu'il se sente fort. L'énergie entre par le dessus de la tête et elle reste bloquée là où il y a eu une incision, au lieu de circuler dans l'ensemble du corps. Alors le travail post-opératoire consiste à faire circuler l'énergie partout afin d'éviter qu'elle ne reste coincée. Selon la médecine chinoise, l'énergie coincée provoque de la douleur. Plus nous arriverons à faire circuler l'énergie, moins il souffrira. Ce que nous faisons également est de sceller son aura. Il y a son corps physique et son corps spirituel. Quand vous faites une incision, l'énergie s'échappe et donc, après l'opération, nous la colmatons. Le patient qui doit subir l'intervention s'appelle Ed et il a l'air confiant. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre champ énergétique? Tout ce que je peux dire, c'est que je me sens très détendu. Il est vrai que j'ai déjà traversé des épreuves difficiles en étant très détendu. Je crois en notre Créateur, mais aussi en James Clerk Maxwell, à l'électricité et au magnétisme. Tout ça n'était que des théories avant que l'on puisse en faire la démonstration expérimentale. Electricity and magnetism, which were all theories, right, before people could experimentally perform them. So I'd have a good time. Passe du bon temps. You got the credit card, right? Tu as les cartes de crédit, hein? On t'aime. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Oui, ma fille préférée. T'as vu, les rôles sont inversés. Je sais, ok, sois fort. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. Une des choses que j'ai faites avec M. Connor hier soir est de le mettre dans un état de grande relaxation. Je l'ai mis dans un état profond et je lui ai fait mettre ses mains sur son cœur et je lui ai fait se demander quels sont les sentiments que je ressens. Quelles sont mes peurs? Je lui ai ensuite demandé ce qui l'aiderait à se sentir mieux et il m'a répondu de l'amour. Alors je lui ai dit d'imaginer qu'il envoyait de l'amour à son corps pour le guérir et pour soigner ses peurs et ses inquiétudes. Que cet amour sortait de ses paumes et allait dans son cœur. Il était très apaisé après cela.
Patricia Reilly travaille en tant que guérisseuse dans cet hôpital depuis plusieurs années. Comme tout le personnel médical, elle a sa place dans la salle d'opération, une place privilégiée, un rôle privilégié. En sa présence, tout le monde se sent plus confiant. On sait que le patient est bien préparé. J'essaie de le charger d'énergie. Et j'envoie aussi de l'énergie apaisante aux personnes chargées de l'opération. Ainsi, ils ne sont pas trop tendus. Comment est-ce que vous faites? J'imagine cette énergie entrer par le haut de ma tête et sortir par mes mains. Vous le sentez? Ah oui. Ah oui, je le sens. C'est ce que je fais. Cela nous rappelle que nous avons tous besoin de ça, que quelqu'un puisse nous toucher pour nous faire du bien. C'est un besoin naturel et vital. Il y a des personnes qui exercent ce travail pendant des années et qui ne voient ni ne sentent grand-chose. Cela vient plus naturellement à d'autres. Je vois l'énergie. Il m'arrive de voir des couleurs ou des images. Ed paraît très calme ce matin. C'est merveilleux. Si vous me demandez de comparer ce patient avec les milliers d'autres patients que j'ai déjà traités, effectivement, à ce stade de l'opération, il était certainement plus calme que la moyenne. Maintenant, si vous me demandez si cela est quelque chose qu'il contrôle ou que nous contrôlons, ou qu'il s'agit de quelque chose qui se situe entre les deux, je ne peux pas dire. J'ai vu ce genre de choses peu de fois. Je ne sais pas si ça fait une différence. Je ne sais pas pour quelle raison elle lui donne quelque chose. Lui, il accepte. Il y a une sorte d'interaction particulière. En tant que médecin, tout ce qui m'importe, c'est que le patient aille bien. C'est le but. Peu importe. Ce qui marche, ça me va. J'ai une formation de scientifique, de biologiste. Et j'ai moins d'expérience dans cette approche globale et holistique. Je suis tout d'abord un médecin. Et l'objectif d'un médecin est de prendre soin des malades à l'intérieur et à l'extérieur. Alors nous faisons appel à des consultants, comme un consultant en chirurgie, un consultant anesthésiste, une consultante guérisseuse. Il n'y a rien de mal à ça. Un guérisseur dans un hôpital. Ce médecin a l'air de trouver ça tellement normal. Et pourtant, nous ne sommes pas n'importe où. Il n'y a pas d'autre hôpital dans le monde qui ait reçu autant de citations et publié autant d'articles scientifiques pour ses recherches. Le Dr Cohn, un des chirurgiens cardiaques les plus réputés aux États-Unis, est celui qui a ouvert son bloc au travail énergétique. Comment est née cette idée de travailler sur l'énergie avant l'opération? Beaucoup de personnes pensent que le patient supporte mieux la chirurgie s'il est préparé mentalement. Les énergéticiennes travaillent ici avec beaucoup de nos patients et je trouve ça bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez parler d'énergie? Je pense que c'est très positif et que c'est remarquable pour le rétablissement des patients. Mais vous pensez que c'est quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est un ensemble de choses positives. La musique, le toucher, la pensée. Ce que je sais, c'est que le cœur est la place de l'âme. Alors tout ce qui est positif pour le cœur est bien. Je ne sais pas. Je compte sur des experts comme vous pour me dire d'où vient l'énergie. J'aimerais pouvoir donner des mesures physiques, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est mentalement positif. Les patients les mieux préparés s'en sortent mieux, et les patients les moins bien préparés s'en sortent moins bien. Alors pour les patients, vous êtes prêts à ouvrir votre salle d'opération à des choses que vous ne comprenez pas, mais qui marchent? Oui, ça marche. Nous ne comprenons pas exactement comment ça marche, mais ça marche. C'est tout ce qui m'importe, afin d'avoir de bons résultats.
Je suis curieux de savoir ce qu'est devenu Ed, le patient dont j'ai vu le cœur battre à l'air libre. Est-il en bonne santé ? 2 mois après l'opération, je lui rends visite. C'est le docteur Cohn ici. L'opération commence. Et voilà, vous êtes là. Et vous vous sentez bien ? Bien sûr. C'est un peu sanglant parfois. Ça va aller ? Vous êtes sûr ? Ah là, vous êtes déjà endormi. Et là, c'est Pat. Vous connaissiez la médecine énergétique avant ? Non, non, pas vraiment. Enfin, je ne connaissais pas ce genre de méthode pratiquée dans ces hôpitaux. Mais je savais que l'hôpital approuvait ces méthodes. Ce n'est pas comme si quelqu'un frappait à la porte et vous proposait ses services. J'avais confiance en cet hôpital. Nous l'avions choisi car nous savions qu'il avait un très bon service. Le fait qu'il y ait ce supplément de soins à la procédure médicale ne m'a pas surpris. En revanche, c'est cette relation intime au sein de l'hôpital qui était très surprenante. Mais il faut bien ça pour que ça fonctionne. Cette enquête s'achève. Au fil des semaines, j'ai croisé un guérisseur malien, Niaré, qui travaille côte à côte avec les médecins. Au Pérou, Guillermo Arevalo, qui utilise des plantes pour voir à l'intérieur du patient. En Suisse, Claire Guillemin, dans un service de traitement du cancer. En France, Philippe Coutisson, Jean-Marie Le Gall, Pierre Jonas ou Jean-Luc Bartoli, dont les résultats sont constatés par les médecins. Ou encore Patricia Reilly, dans cet hôpital américain ultramoderne. Et tous racontent la même chose. Il existe dans différents endroits de la planète un savoir-faire commun, une autre médecine. Tout au long de mon enquête, j'ai pu être le témoin privilégié de ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Ces mondes ne s'ignorent plus. Ils se découvrent mutuellement. Ils ont envie de s'écouter avec curiosité et respect. Des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas d'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je